Amis lecteurs, amis téléspectateurs et chers amis du Congo, bonsoir. La République démocratique du Congo, notre pays, vit une situation politico-juridique atypique. De tous les animateurs des institutions, aucun n'est en exercice de son mandat, ils sont tous fin mandat. Et pourtant, la République doit avancer. Et dans quelques mois, il faudra qu'il y ait des élections. Est-ce que l'environnement juridique actuel nous permet d'arriver calmement à ces élections? Eh bien, pour répondre à cette question et à d'autres questions, nous recevons aujourd'hui un juriste, Maître Aimé Kilolo Moussamba. Maître Aimé Kilolo Moussamba, bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir sur votre plateau aujourd'hui. Vous êtes avocat et depuis combien d'années vous exercez? Je suis effectivement avocat au barreau de Bruxelles. Je suis conseil agréé par la Cour pénale internationale. Je suis aussi avocat près la Cour d'appel de Lubumbashi. Et ça va faire bientôt 20 ans que j'ai prêté le serment d'avocat. Et durant 20 ans, vous en avez vu des choses dans l'environnement juridique congolais. J'ai effectivement traité de toutes sortes de questions juridiques. J'ai connu aussi des clients émanant quasiment de tous les continents de la planète. Et je peux dire que c'est une grande école pour moi. Et je continue encore à apprendre. Et curieusement, malgré votre statut de juriste, vous vous êtes retrouvé aussi interpellé par la CPI. Vous, au moment où nous parlons, vous êtes libre, je suppose. On ne va pas frapper à la porte pour dire non, non, notre client est là, arrêtez l'émission, non. Je dois vous dire que je suis encore en train de finaliser la rédaction de mon ouvrage qui est intitulé « Dans les coulisses de la Cour pénale internationale, expérience d'un avocat au barreau et derrière les barreaux ». Mais je ne pourrai pas évidemment publier un tel document avant la fin du procès Jean-Pierre Bemba, mais je peux vous confirmer qu'à ce stade, je suis totalement libre. Vous savez que la liberté est un droit fondamental qui est garanti non seulement par la Constitution de la République démocratique du Congo, mais aussi par la Constitution de la Belgique où nous nous trouvons en ce moment, et même d'ailleurs par la plupart des instruments internationaux de droits de l'homme. Merci beaucoup, Maître, pour cette entrée en matière. Et vous et moi, nous sommes d'origine congolaise et nous regardons un peu dépité l'état de notre nation. On est parfois gêné de se dire congolais publiquement. Les gens disent c'est ce pays-là. Et malgré cela, nous allons vers les élections. Comment est-ce que vous trouvez l'environnement politico-juridique actuel? Est-ce que les textes que nous avons vont nous permettre d'arriver aux élections sans qu'il y ait une entourloupette ou quelqu'un qui se lève un bon matin et dit je ne fais plus ceci parce que M. Joseph Kabila qui aurait dû partir fin 2016 est là et les députés, bon, ils vont encore légiférer. Comment vous pensez qu'on puisse se sortir un peu de ce bourbier? Je pense qu'il faudrait que les nouveaux députés qui seront élus demain puissent être très vigilants dans la rédaction de textes pour éviter la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui sur le plan juridique. Mais il faut reconnaître, et je l'ai dit d'ailleurs à plusieurs reprises dans différents médias, c'est que les textes de notre Constitution aujourd'hui, article 70 alinéa 2, prévoit que il y a une différence qu'il faut faire entre le chef de l'État qui est en plein exercice de son mandat et le moment où le mandat ayant pris fin, les élections n'étant pas organisées, l'article 70 alinéa 2 lui a laissé la possibilité de continuer à exercer la fonction présidentielle jusqu'à l'installation définitive du nouveau président élu. C'est ça la réalité juridique aujourd'hui. Mais il faut dire que à l'avenir, pour éviter que ce type de situation n'arrive, parce que de plus en plus les voix s'élèvent pour dire que à la fin du mandat du chef de l'État au Congo, il faudrait éviter qu'il ne demeure encore en poste, en plein exercice de ses fonctions. Mais pour cela, il faudrait attendre effectivement
une prochaine modification de la Constitution pour éviter justement ces genres de situations. C'est d'ailleurs la même chose en ce qui concerne aussi les députés. Les députés, leur mandat a pris fin, les sénateurs n'en parlons pas. Ça date déjà, ils ont été élus depuis 2006, donc ils auraient pu déjà, lors des dernières élections de 2011, être renouvelés. Ça n'a pas été le cas. Là encore aussi, il y a une disposition de la Constitution qui prévoit que les députés et sénateurs continuent à exercer les attributions qui sont confiées au Parlement jusqu'à l'installation de la nouvelle Assemblée nationale et du nouveau Sénat. Et donc, ceci pour dire en de termes simples que aujourd'hui, l'organisation des élections est confiée évidemment à une institution d'appui à la démocratie qui est la CENI, qui doit en principe organiser les élections de façon totalement indépendante. Alors il y a des conditions évidemment pour organiser des élections, il y a des préalables sur le plan juridique. La première chose déjà, c'est qu'il faudrait qu'il puisse y avoir une loi électorale qui fixe évidemment les modalités d'exercice du droit de vote et du droit d'éligibilité pour les électeurs. Deuxième chose, il faut évidemment que le processus de l'enrôlement des électeurs suive son cours. Donc là, on peut considérer que ces deux étapes sont déjà franchies. Nous avons aujourd'hui 46 millions des Congolais qui se sont enrôlés. C'est quand même plus de la moitié de la population, parce qu'on estime que la population congolaise aujourd'hui est composée de 80 millions d'habitants. Je pense qu'il faudrait donc être sensible à ce message que la majorité de la population congolaise nous lance, qui est de dire « nous nous enrôlons parce que nous voulons aller aux élections, nous voulons que tout le monde puisse respecter la tenue des élections dans les délais les plus courts », surtout que le délai initial qui était prévu est déjà évidemment largement dépassé. Alors, un des éléments importants, c'est aussi la fixation d'un calendrier électoral par la CENI. Aujourd'hui, nous avons un calendrier qui indique que nous aurons les élections d'ici le 23 décembre 2018. Nous sommes au mois de mars, donc en principe, nous sommes à peu près à 9 mois de la tenue des élections. Je pense que la seule façon de respecter la volonté qui s'est dégagée par le fait de l'enrôlement de 46 millions de Congolais, c'est effectivement de se mettre en ordre de bataille, certains comme candidats éventuels à tout le niveau du pouvoir, que ce soit au niveau des élections présidentielles, législatives ou provinciales, et d'autres comme tout simplement électeurs, se préparer à faire de choix. Et je pense que aujourd'hui les Congolais, j'en ai discuté avec plusieurs à Kinshasa, vous savez que je viens à peine d'arriver, il n'y a même pas une semaine que je suis en Belgique, je suis revenu tout récemment de Kinshasa, j'ai fait le tour du Congo profond, j'ai été à l'arrière-pays jusque dans des villages très reculés, et lorsqu'on parle avec les Congolais, c'est le même discours. Nous voulons les élections, nous voulons choisir nos prochains dirigeants de demain. Je pense donc qu'il faudrait, de ce point de vue, que les élections se tiennent dans les délais qui sont prévus d'ici décembre 2018, sans aucune forme d'entrave. Monsieur Aimé Kilolo, il y a une frange importante de notre population qui se dit, ces gens-là, ils n'ont plus de mandat, ils n'ont plus notre mandat. L'article 64 nous donne la permission de les mettre dehors. Et il y a depuis un temps les manifestations de la coordination laïque pour le CLC. Vous leur donnez raison ou tort dans leur façon de voir la chose. Parce qu'ils se disent, ces gens auraient dû organiser les élections. Ils n'organisent pas, il faut les bousculer, du point de vue de la loi. Je voudrais d'abord dire que tout mon respect pour tous les Congolais, quelle que soit leur conviction politique ou religieuse. Mais je voudrais, en tant qu'expert sur les questions de droits de l'homme, faire la différence entre une manifestation populaire, une manifestation pacifique, qu'il faut distinguer d'une insurrection populaire, qu'il faut aussi distinguer d'une révolution populaire. Alors, cette différence est importante parce que lorsque l'on parle de manifestation,
eh bien, la liberté de manifestation, d'après les textes de la Constitution de la République démocratique du Congo, cette liberté de manifestation est garantie. Il faut le rappeler. Et donc, les autorités doivent effectivement, au niveau du pays, veiller à ce que cette garantie de la liberté de manifestation soit effective. Et ça doit l'être sans discrimination vis-à-vis d'un groupe ou d'un parti politique vis-à-vis d'un autre. C'est ça d'ailleurs le principe de l'égalité entre les Congolais qui est prévu à l'article 11 de la Constitution. Il faut aussi rappeler qu'une des missions, un des devoirs importants des autorités au pays, c'est aussi la protection des biens et des personnes. Ce qui veut dire donc que lorsque les forces de police viennent encadrer les manifestations, en cas de débordement, lorsqu'ils sont amenés à disperser, parce qu'il y a des débordements inacceptables, eh bien, ils ne peuvent pas recourir à la force disproportionnée parce que le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique sont des droits fondamentaux des citoyens congolais qui sont garantis par notre Constitution, mais qui sont aussi garantis par le droit international. Donc c'est important de rappeler tout ceci. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que une manifestation, c'est bien entendu le fait d'avoir l'autorisation, la possibilité qui est donnée par la Constitution elle-même d'exprimer un sentiment. Ça peut être un sentiment de mécontentement, ça peut être simplement de formuler une série de revendications à l'autorité. Et ça peut se faire sur la place publique et ça peut se faire aussi pour le compte d'un groupe, parce qu'il s'agit toujours là d'une action collective qui peut être au nom d'un parti politique ou d'une organisation syndicale ou sociale quelconque. Maintenant, il faut savoir que la liberté des manifestations, comme toute liberté, n'est pas absolue. La Constitution prévoit évidemment des conditions d'exercice de cette liberté. C'est là peut-être que il me semble qu'il y a eu un certain nombre de difficultés entre le CLC et le gouvernement en place. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque l'on interroge le droit comparé, voir ce qui se passe aussi dans des pays comme ici à Bruxelles où nous nous trouvons, ou même à Paris, lorsque, en France, les organisateurs informent l'autorité au préalable de la tenue d'une marche pacifique qui est prévue, eh bien, cette marche s'est faite suivant un certain nombre de critères, et c'est ce qui est prévu aussi dans la Constitution qui dit qu'il faut au préalable informer l'autorité. Informer l'autorité, c'est-à-dire lui donner un certain nombre d'indications qui vont lui permettre, en tant qu'autorité politico-administrative, d'exercer sa mission qui est celle de la protection des citoyens et de leurs biens, mais aussi de maintien de l'ordre public. C'est dans ces conditions-là que les organisateurs ont l'obligation, en principe, de préciser l'itinéraire. L'itinéraire, ça veut dire un point de départ et un point de chute. Il me semble que, à la lumière de la doctrine, au vu de ce qui se passe dans d'autres pays démocratiques, c'est que le CLC, généralement dans son dernier courrier qui a été rendu public dans les réseaux sociaux, on a vu qu'ils disent à chaque fois « marche pacifique prévue au départ de toutes les paroisses ». Alors, la difficulté qui se pose, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a pas un itinéraire, mais il y a des centaines d'itinéraires, parce on dit qu'il y a à peu près une centaine de paroisses dans la ville de Kinshasa. Et là, effectivement, compte tenu de l'effectif de la police disponible dans la ville de Kinshasa, ça peut effectivement poser un problème et rendre impossible un accompagnement, un encadrement. Et donc, de ce point de vue, si j'étais leur avocat, je leur conseillerais d'envisager un seul itinéraire, comme ça se fait partout dans tous les États. On a vu des marches blanches, par exemple à l'époque de Dutroux. Il y a eu plus de 100 000 personnes, si je ne m'abuse, à Bruxelles. Mais un itinéraire, c'est bien un point de départ, mais ce n'est pas plusieurs points de départ. Parce qu'à ce moment-là, le même jour, à la même heure, ce n'est plus une seule marche, mais c'est plusieurs marches qui se font en même temps, parallèlement, dans la même ville.
dans une ville comme Kinshasa où il y a plus de 10 millions d'habitants, il me semble que ça peut poser des problèmes. Alors pour éviter ce type d'inconvénients, je pense qu'il faut faire comme on fait en France, c'est-à-dire envisager chaque fois une concertation, une réunion entre les organisateurs et les services de police qui sont censés encadrer pour se mettre d'accord sur l'itinéraire à suivre. Je pense que cet élément est important. Le deuxième élément important, c'est aussi l'obligation des organisateurs de fournir des informations à l'autorité politico-administrative sur l'ampleur de la manifestation. Combien de personnes sont attendues? Est-ce que c'est une manifestation où on s'attend à 10 000 personnes, à 100 000, à 1 million? En tout cas, j'ai vu dans le dernier rapport de la CLC qu'on a dit qu'on a eu à peu près 3 millions de personnes dans les rues lors de la dernière manifestation. Alors là aussi, je pense que c'est véritablement la responsabilité des uns et des autres. L'État doit s'assurer et qu'on ne puisse pas porter atteinte à la vie des gens, à la vie des citoyens, que la police ne puisse pas utiliser des armes létales, c'est-à-dire des armes à feu qui peuvent donner directement la mort. Mais de l'autre côté aussi, les organisateurs ont cette responsabilité de veiller à ce que l'affluence qui est attendue au moment de l'organisation de la marche soit évidemment raisonnable. On ne peut pas... les organisateurs ne peuvent pas donner des indications. J'ai par exemple vu, je pense d'ailleurs que c'est votre média qui avait parmi les premiers diffusé ce courrier du CLC, et on a tous vu qu'il n'y avait pas d'indication sur le nombre de manifestants. Alors la difficulté c'est que est-ce que l'on peut admettre par exemple dans une grande ville de démocratie comme à Paris, sur les Champs-Élysées, de se retrouver comme ça avec 1 million, 2 millions de personnes dans les rues? Et est-ce que la police accepterait cela? Je pense que là, ça pose véritablement un problème par rapport à l'effectif de police qui est disponible pour encadrer de telles manifestations. Voilà pourquoi il faut toujours un dialogue comme ça se fait, notamment à Paris. Je me rappelle d'ailleurs de la dernière décision qui avait été prise par le maire de Calais. C'était des manifestants français qui manifestaient contre les phénomènes des étrangers migrants qui viennent envahir la France. Et là, le maire de Calais avait tout simplement refusé la tenue de cette manifestation en disant que l'effectif policier qui était à la disposition de la mairie de Calais ne permettait pas d'assurer le maintien de l'ordre public dans le cadre d'une manifestation qui effectivement avait pris une ampleur telle que l'affluence était devenue extrêmement grande. Donc je tiens à le dire, pourquoi? Parce qu'il faut aussi faire la différence entre une manifestation qui est garantie et protégée par la Constitution d'une insurrection populaire. Une insurrection populaire, elle, c'est le fait d'entrer dans une révolte, dans une rébellion, dans un soulèvement, même pacifique, contre l'autorité établie, c'est-à-dire de rompre tout simplement le dialogue avec l'autorité, de faire un passage en force sur le terrain, dans une marche, c'est-à-dire en imposant un itinéraire qui n'est pas concerté avec l'autorité. Et là, il faut constater que lorsqu'on interroge le droit comparé, par exemple en France, une insurrection populaire est une infraction, est un crime qui est puni à plus de 15 ans d'emprisonnement. Et donc, je pense qu'il y a véritablement un exercice de responsabilité des parts et d'autres à faire pour que, d'une part, nous ne tombions pas dans une insurrection populaire, qu'on reste véritablement dans une manifestation pacifique que les autorités doivent tolérer sans aucune discrimination, mais de l'autre côté, que les organisateurs comprennent qu'aujourd'hui en démocratie, il y a aussi des exigences, notamment de respect de l'ordre public, et qu'on ne peut pas imaginer que des gens viennent attiser des flammes, des feux sur la voie publique, parce qu'à ce moment-là, ça crée des espèces d'incendies artificiels qui génèrent un sentiment d'insécurité qui trouble la paix sociale et donc qui constitue en fait un trouble à l'ordre public. Et dans ce type d'hypothèse, on sort du cadre légal de la manifestation pacifique qui est autorisée et on entre déjà dans une forme d'insurrection populaire qui, elle, n'est pas autorisée. Maintenant, je peux répondre à votre question parce que vous me parlez de l'article 64 de la Constitution.
Oui, effectivement, l'article 64 de la Constitution est très clair. Il est d'ailleurs composé de 2 alinéas. Nous avons un premier alinéa qui dit que lorsque une autorité, par la force, s'impose en exerçant le pouvoir de l'État de façon inconstitutionnelle, il est du devoir des Congolais, des citoyens, de faire échec à cela. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tout doit se faire en vertu de la Constitution. La Constitution prévoit aussi que c'est la Cour constitutionnelle qui est l'autorité habilitée pour dire dans quel cas est-ce qu'on se retrouve dans une violation de la Constitution, parce qu'une frange de la population n'épée pas par elle-même dans un pays comme le Congo où nous avons 80 millions de la population. On ne peut pas se retrouver avec 100 000 personnes, 1 million de personnes qui s'élèvent et qui décrètent par eux-mêmes, sans engager d'abord une procédure en justice en inconstitutionnalité, sans interroger la Cour constitutionnelle et décréter que telle ou telle autorité n'est plus dans le respect de la Constitution, parce qu'à ce moment-là, on se retrouve dans une situation arbitraire. C'est là qu'intervient l'alinéa 2 de l'article 64 qui dit « Toute tentative de renversement du régime constitutionnel est un crime contre l'État et la nation. » Donc il faut faire attention de ne pas se retrouver dans un cas de révolution populaire qui constitue effectivement un crime visé par l'article 64 alinéa 2. Donc voilà la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui au Congo, nous avons besoin, c'est que, comme ça a été le cas lors de la Révolution française en 1789, dans le siècle de Lumière, que nous puissions avoir effectivement des gens qui réfléchissent, des intellectuels comme vous et moi, des universitaires, qui peuvent aussi éclairer la lanterne de nos populations. Il faut savoir que le niveau d'éducation, le niveau de scolarisation au Congo est extrêmement bas et ça peut générer un certain nombre d'incompréhensions des textes constitutionnels qui régissent notre pays, et c'est de notre responsabilité, nous les cadres, nous les intellectuels, nous les universitaires, d'éclairer cette population en toute responsabilité, en indiquant la voie à suivre. Bien, merci maître, ça a été un peu long, mais c'était quand même nécessaire. Mais j'ai noté quelques mots clés dans tout ce que vous avez dit. Insurrection, arbitraire, renversement du régime établi, révolution intellectuelle. On y va point par point. Est-ce que par hasard, ceux qui sont au pouvoir, ce ne sont pas eux qui ont créé le décor pour que l'insurrection se mette en place? Et sous question, si le peuple, si une partie du peuple considère que ces gens, ils ne sont plus légaux, on va leur interdire l'insurrection? Alors, je vais vous dire ceci. En 1789, lors de la Révolution française, les juristes étaient effectivement divisés sur la question: est-ce qu'il existe un droit à l'insurrection pour la population? Oui. Je vous informe qu'en 1789, effectivement, les juristes ont consacré d'ailleurs à la Révolution française le droit à l'insurrection populaire. Mais seulement entre-temps, en droit international, la question a évolué, et depuis si je ne m'abuse, les années 1800, ou plutôt 1905, on a considéré que le droit à l'insurrection populaire n'était plus possible sur le plan juridique, et donc c'est un droit qui a d'ailleurs été aboli en France. C'est ainsi qu'on a introduit une loi en France qui dit que l'insurrection populaire est un crime puni de 15 ans d'emprisonnement. Alors pourquoi est-ce que cette loi a été abolie? Pourquoi est-ce qu'on ne reconnaît plus l'insurrection populaire? En France, il faut ajouter en France. Parce qu'on va rentrer sur l'aire des Congo. Non, je vous dis que c'est un droit international. Et laissez-moi vous dire pourquoi. Ben, tout simplement parce qu'on a considéré que, en fait, il était difficile pour une frange de la population d'exercer par elle-même la souveraineté de tout un peuple. C'est la raison pour laquelle vous lirez notamment à l'article 5 de la Constitution du Congo, on dit que l'exercice de la souveraineté populaire appartient au peuple seul, qu'il exerce suivant 2
canaux, soit directement à travers les élections ou le référendum, soit indirectement à travers ses représentants au sein du Parlement. Et alors, il y a justement une clause dans cet article 5 de la Constitution qui dit « Aucune fraction de la population ne peut s'autoriser de confisquer à elle seule l'exercice de la souveraineté populaire ». Ce qui veut donc dire que l'exercice de la souveraineté populaire ne peut être exercé au Congo que directement par 80 millions de Congolais, oui, mais pas par une frange de la population, sauf si c'est au niveau du Parlement, c'est-à-dire les deux chambres réunies en congrès, donnent un point de vue, donnent une impulsion. À ce moment-là, on peut considérer qu'on est dans l'exercice de la souveraineté. Oui, maître, on va aller plus en profondeur. Et est-ce que l'environnement politico-juridique congolais aujourd'hui n'est-il pas un environnement arbitraire? Parce que, comme on le dit si bien dans notre constitution, il y a un groupe de gens fait mandat qui décide de rester. Et les autres, ils font quoi? Est-ce que c'est pas ça le levain de cette insurrection? Et j'y ajouterai, vous dites les intellectuels. Est-ce que vous pensez que les intellectuels qui sont dans l'autre camp, ils ont fait une bonne lecture de bonne foi pour qu'on ne se retrouve pas dans cette situation donc, de hors-la-loi pratiquement? Je dois constater en tant que juriste que c'est dommage que effectivement tous les délais pour l'organisation des élections soient passés, parce que plus personne n'est en plein exercice de son mandat. Ça, c'est très clair. Raison pour laquelle il faut dire deux choses. Sur la problématique de savoir si l'exercice par le pouvoir actuel en République démocratique du Congo se fait dans l'illégalité, c'est-à-dire dans l'inconstitutionnalité, je n'ai pas qualité, je n'ai pas titre ni qualité pour pouvoir me prononcer là-dessus, parce que la Constitution a réservé ce pouvoir et cette compétence à la Cour constitutionnelle. Et donc je pense que c'est important pour des Congolais qui s'interrogent autour de cette problématique de saisir la Cour constitutionnelle, qui d'ailleurs a fait preuve d'indépendance dans tous les derniers arrêts qu'on a vus, qui concernaient notamment les gouverneurs. On a vu que notre Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo est capable de prendre ses distances par rapport au pouvoir politique et de dire le droit. Alors tant qu'on n'aura pas interrogé cette Cour constitutionnelle, je pense que l'on ne peut pas s'autoriser de soi-même de décréter une inconstitutionnalité, parce qu'on tomberait soi-même dans l'arbitraire. Alors deuxième chose, moi je dirais que face à cela, pour pouvoir sortir justement de cet enlisement, il faudrait que très rapidement, tous les responsables congolais soient à l'écoute de ce message qui est porté par 46 millions de Congolais, c'est-à-dire la majorité de la population congolaise, qui s'est enrôlée et qui veut aller aux élections très rapidement. Donc tout ce que moi je peux aujourd'hui demander à notre Parlement, c'est de dire, mais votez très rapidement la loi sur la répartition de sièges. C'est la seule qui reste pour s'assurer qu'il n'y ait pas à nouveau un retard d'ici le mois de décembre. Je pense que la CENI a fait son travail, l'enrôlement est terminé, le calendrier électoral est publié, le Parlement avait fait en amont son travail en publiant la loi électorale. Nous attendons, sous le bénéfice de l'urgence, évidemment, une loi sur la répartition de sièges pour permettre aux états-majors de différents partis politiques de se préparer aux prochaines élections. En tout cas, aujourd'hui, le message de la population congolaise, j'ai même fait le tour de Bruxelles depuis mon arrivée, j'ai rencontré à Matongé pas mal de compatriotes congolais avec qui j'ai discuté, et tous c'est le même message qu'ils me relayent, c'est-à-dire nous voulons que les élections se tiennent cette fois-ci sans retard, qu'il n'y ait plus de report. Et donc pour cela, ça nous engage de soutenir évidemment ce processus pour que les élections se déroulent dans le délai et pour que finalement tous les Congolais, et là c'est un message que je lance d'ailleurs à toute la jeunesse congolaise, de dire que
c'est de notre responsabilité aujourd'hui de s'engager comme électeurs pour que ceux qui seront élus demain, ceux qui sortiront des urnes, soient véritablement l'émanation de notre choix. Mais c'est important aussi que la jeunesse puisse aussi s'impliquer comme candidat. Je pense qu'aujourd'hui, pour relever les défis de la modernité, c'est important que les jeunes aussi se portent candidats aux prochaines élections. Je pense que c'est à ce prix que nous serons tous satisfaits de voir que les préoccupations profondes de la population congolaise, moi partout où je les rencontre, le message est le même. Nous avons besoin d'accéder aux soins de santé. Nous avons besoin de la scolarité pour les enfants. Nous voulons la réhabilitation de nos routes. Et même dans nos villages, on vous parle de dragage des voies fluviales, de dragage de lacs, ainsi de suite. Donc il y a véritablement beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui et qui nécessitent que la jeunesse, dans un élan de modernité, puisse s'impliquer pour que lors de ces élections, nous puissions avoir des candidats jeunes dans un souci de renouvellement de la classe politique. Merci bien, Maître Aimé Kilolo, pour ces explications. Je sais qu'il est difficile de faire la part des choses entre le juridique et le politique dans notre pays. Il arrive des moments où on navigue pratiquement entre les deux, mais bon, vous avez fait bien de donner le plus possible l'analyse et l'interprétation du point de vue du juriste que vous êtes. Et bon, nous allons vers la fin de notre émission. Il y a encore 2 points importants sur lesquels nous aurions aimé avoir votre avis. On a vu les responsables des grandes sociétés minières être reçus par M. Joseph Kabila, comme s'il voulait lui dire, bon, écoute, tu veux bien changer la loi, comme ça, bon... Et comment vous interprétez d'abord leur attitude et est-ce que M. Joseph Kabila aujourd'hui, il a une marge de manœuvre pour aller à l'encontre de la loi? Moi je dirais tout simplement que nous devons tous, à la lumière des pères des indépendances africaines, comme Kwame Nkrumah, comme Patrice Emery Lumumba, je pense qu'il faudrait refuser de verser dans ce complexe de l'Occident et refuser de rester sous le joug du néocolonialisme. Je voudrais, de ce point de vue, d'un point de vue juridique, dire tout simplement que nous avons eu un code minier en 2002. Ce code minier faisait la part belle aux firmes multinationales qui, effectivement, bénéficiaient de revenus importants, en milliards, tirés des richesses nationales du Congo. C'est une situation qui est totalement insupportable, d'une injustice que qu'aucune âme sensible ne peut accepter de souffrir. Il faut dire que la volonté populaire s'est exprimée, la souveraineté du peuple a été exercée à travers un vote du nouveau code minier. On a vu qu'au niveau du Sénat, le code minier a été voté à l'unanimité. Au niveau de l'Assemblée nationale, c'était à une majorité écrasante. Ça veut donc dire qu'il y a là une adhésion, un consensus national, au-delà même des clivages politiques, en faveur d'un code minier qui va, cette fois-ci, permettre à ce que les revenus générés des richesses de notre sous-sol puissent revenir d'abord au Congo. C'est dans ce contexte-là qu'il me semble important de retenir 2 choses avec ce nouveau code minier. Première chose, c'est aussi le respect de l'écologie et de l'environnement pour les populations locales. Moi, je pense évidemment à mes frères qui sont dans le Grand Katanga, particulièrement à Kolwezi, mais vous ne pouvez pas imaginer, lorsque vous allez... Moi, j'ai été tout récemment à Kolwezi, j'ai visité notamment des sites de carrés miniers. Pour exploiter justement des carrés miniers, mais c'est avec des explosifs qui entraînent des conséquences écologiques dramatiques pour les populations environnantes.
Et donc je pense qu'il y a aujourd'hui un encadrement qui est exigé de ce point de vue-là pour le respect aussi des populations autochtones qui vivent dans les alentours. Deuxième élément important, c'est que nous entrons aujourd'hui dans un partenariat gagnant-gagnant qui permettra aux partenaires internationaux de comprendre qu'ils peuvent toujours continuer à venir au Congo pour faire leur business et espérer avoir du profit, mais qu'ils doivent comprendre que ce profit ne peut plus se faire au détriment du peuple congolais. Il faudrait donc permettre, comme ça se fait dans tous les pays du monde, comme ça se fait ici en Belgique où nous avons une TVA par exemple de 21%, personne n'en veut au gouvernement belge ou au gouvernement français d'organiser un système fiscal qui permette de générer suffisamment de revenus. Et donc de ce point de vue, je pense que la rencontre qu'il y a eu entre le président Kabila et les partenaires internationaux doit nécessairement s'inscrire dans la responsabilité de tout gouvernement de poursuivre le dialogue permanent qui a toujours existé avec les partenaires internationaux pour leur dire, vous êtes chez vous au Congo pour venir faire du business, mais comprenez que désormais, nous devons entrer dans une formule gagnant-gagnant pour que les trésors publics congolais puissent générer suffisamment de revenus. Et là, moi, je dirais, pour le prochain gouvernement et les prochaines autorités qui seront mises en place après les élections, parce que c'est dans 9 mois, c'est important que la Cour de compte puisse véritablement faire son travail pleinement, de vérifier que l'argent qui entre dans les trésors publics est affecté effectivement à des fins prévues dans le budget, mais aussi encourager les nouveaux acteurs politiques qui seront issus des suffrages de travailler pour que davantage la politique sociale en termes de développement ou d'amélioration des conditions des vies de nos populations puisse être davantage renforcée en la faveur justement de ce nouveau code minier qui me semble être effectivement une bonne chose parce que c'est un instrument qui va permettre au prochain gouvernement, aux prochaines autorités issues des élections d'avoir suffisamment des moyens financiers pour répondre aux aspirations profondes du peuple congolais. Maître, mais c'est très bien, mais il y a un hic, ce sont les mêmes qui avaient signé le code minier de début des années 2000. Vous vous souvenez que l'espace minier du Katanga, c'était la Gécamine. Quand il y avait la Gécamine, il n'y avait pas ça. Et subitement, maintenant, ils se rendent compte 15 ans après que non, ce n'est plus ça. Qu'est-ce qu'ils avaient? Quelque part, ils sont responsables. Vous ne trouvez pas? Parce que ce sont les mêmes qui ont fait les mêmes lois dont ils se plaignent aujourd'hui. Bon, alors qu'avant, avec la Gécamine qui avait tout, mais ce n'était pas comme ça. Dès qu'on a fait les carrés miniers, c'était le western, le Far West plutôt. Eh bien, le plus important aujourd'hui, c'est surtout de constater, en réponse à votre question, que l'ancien code minier date effectivement de l'année 2002. Entre-temps, nous avons connu 2 élections au Congo, en 2006 et en 2011. Je pense que 2002, nous étions encore durant une période effectivement de transition dans notre pays. Je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de se réjouir d'avoir un code minier, mais d'interpeller en même temps la Cour de compte en leur disant faites votre travail, vous êtes une juridiction qui devait veiller à ce que l'argent qui sera généré de ce nouveau code minier puisse être affecté à des fins prévues par le budget qui sera voté par le prochain Parlement. Et donc nous demandons aussi aux prochains parlementaires d'être vigilants pour davantage favoriser des politiques sociales en faveur de populations congolaise. Bien, merci beaucoup Maître Aimé Kilolo. Et donc, effectivement, la sortie de la crise, c'est qu'il y ait d'autres animateurs. Bon, le bilan de ceux qui viennent de nous diriger durant 16-17 ans, il est ce qu'il est. Et espérons qu'ils auront la bonne foi, enfin, de laisser le processus aller et que, bon, il y ait alternance au sommet de l'État. Et avant de nous séparer, nous
terminons par l'élément pratiquement avec lequel nous avions commencé. Et en 2006, non, avant la dernière question, je veux que vous m'interprétiez un peu les accords qui se font actuellement. Vous êtes vous avez été un des avocats de Jean-Pierre Bemba en 2006. Il était candidat et contre lui il y avait l'alliance UDEMO, Palou et Kabila. Son parti MLC aujourd'hui fait alliance avec Palou qui avait soutenu Kabila. Et maintenant, en fait, si M. Mbemba se retrouve à la CPI quelque part, c'est aussi du fait que, il y a eu une petite pression du pouvoir en place et on ne lui a pas facilité la tâche après les élections de 2006. Comment vous interprétez ce rapprochement, je dirais, contre nature entre le Palou et le parti de M. Jean-Pierre Bemba? Eh bien, il faut simplement dire que le plus important, c'est que si Jean-Pierre Bemba est aujourd'hui privé de sa liberté, tout le monde sait qu'il s'agit d'une procédure politico-judiciaire. Et c'est surtout les puissances occidentales, lorsqu'elles considèrent qu'un leader africain ne satisfait pas à leurs exigences d'exploitation économique des richesses du pays, eh bien le réflexe c'est toujours d'essayer de le mettre à l'écart. Alors moi ce que je peux simplement constater, c'est que nul ne peut être contraint de prendre une ligne idéologique figée. Et donc de ce point de vue, le MLC, tout comme le Palou et les autres partis politiques, bénéficie évidemment de la liberté de conscience, de la liberté d'opinion et des choix politiques. Et donc de ce point de vue, je note avec vous évidemment qu'un certain nombre d'alliances et des pourparlers sont en cours d'exécution sur la scène politique congolaise. Le plus important, c'est de noter que finalement nous sommes tous des Congolais. Notre point commun, c'est en tout cas de chercher à ce que le Congo soit un grand pays capable d'assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire, un pays capable de faire vivre la démocratie, d'assurer la liberté, les droits et devoirs des citoyens, et un pays qui soit aussi capable d'assurer le redressement du tissu économique et social. Maintenant que les Congolais se mettent ensemble les uns avec les autres, je ne pourrais pas en tant que juriste fustiger cela. Le plus important évidemment que ça se fasse dans l'intérêt du peuple congolais. Bien, merci beaucoup Maître Kilolo. La dernière question, en quelques minutes, où en est-on avec le dossier Bemba? Il sort quand de la prison? Bien, en un mot, c'est simplement que nous avons deux dossiers. Le dossier pour lequel moi-même j'ai dû quitter Kinshasa, prendre mon avion, me rendre à la Cour pénale internationale où j'ai comparu le 8 mars, c'est un dossier qui est subsidiaire. Parce qu'aujourd'hui, dans ce dossier, il faut dire que moi-même qui vous parle, ainsi que Jean-Pierre Bemba, avons été acquittés de 14 chefs d'accusation. Donc c'est très important. C'est pour dire que ce n'est pas ce dossier de subornation qui pourrait aujourd'hui inquiéter en termes de privation de liberté. Surtout que dans ce dossier, tout le monde l'a décrié, ça a été dit à travers plusieurs de nos interventions. Moi déjà comme avocat de Jean-Pierre Bemba, j'ai toujours décrié le fait que un certain nombre d'éléments indiquaient que le bureau du procureur de la CPI s'était évertué à préparer ses témoins sur ce qu'il devait déposer un peu comme contre Jean-Pierre Bemba, et qui leur avait promis aussi des avantages inconsidérés. J'ai même déposé une plainte contre Madame Bensouda à la Cour pénale internationale face à ce que je considère comme des attitudes inacceptables de la part d'un bureau du procureur de la CPI.
Et il me semble d'ailleurs qu'avec toutes les révélations qu'on a connues de Mediapart et même de plusieurs autres médias, sur les contacts entre Mme Bensouda et M. Moreno Ocampo, l'ancien procureur, compte tenu notamment des malversations en matière d'intérêts économiques que l'on reproche à M. Ocampo, je pense qu'aujourd'hui, le bureau du procureur, dans sa composition actuelle avec Mme Bensouda comme numéro 1 du parquet, ne peut pas garantir un procès équitable à Jean-Pierre Bemba. Et donc aujourd'hui, ma demande a toujours été de demander à Mme Bensouda de démissionner de son poste de procureur de la Cour pénale internationale. Dans le concert des nations, nous avons beaucoup de cerveaux qui peuvent assumer cette mission sereinement, ceci pour éviter d'éclabousser cette Cour pénale internationale pour laquelle le monde entier s'est mobilisé pour avoir une justice qui permettrait de mettre définitivement fin au phénomène de la criminalité internationale. Merci beaucoup, maître plutôt Aimé Kilolo Moussamba, pour cette émission à travers laquelle nous avons parlé essentiellement du côté juridique de la crise actuelle dans notre pays. Merci aussi pour les éclaircissements que vous avez donnés sur le dossier de Bemba. Bon, vous n'avez pas répondu à un bout de question. Jusqu'à ce jour, M. Bemba sort de prison quand? Eh bien, tout indique que cette année 2018 sera l'année de la fin du procès Jean-Pierre Bemba, parce que c'est au courant de cette année que nous attendons que la toute dernière décision de la Chambre d'appel sur le grand procès du conflit armé à Bangui puisse prendre fin, même si je reste évidemment sur un goût amer dans ce dossier. Le président Patassé, qui était lui le président centrafricain, n'a jamais été appelé. Plusieurs généraux comme Bombayake et d'autres qui étaient à la tête de l'état-major au niveau de la hiérarchie militaire centrafricaine n'ont jamais été appelés. Ça veut donc dire que très difficile d'arriver à la manifestation de la vérité. Et je pense donc que de ce point de vue, ça a été un rendez-vous manqué. Encore une fois, le bureau du procureur n'a pas fait ce qui lui appartenait de diligenter comme procédure pour les besoins de la manifestation de la vérité. Et je constate que les victimes centrafricaines sont restées en tout cas aujourd'hui sur leur soif. Merci beaucoup, maître Aimé Kilolo. Merci beaucoup, chers spectateurs, chers téléspectateurs et chers lecteurs qui avaient suivi cet entretien avec, je rappelle, maître Kilolo Moussamba, qui est avocat au barreau de Bruxelles, qui est avocat depuis bientôt 20 ans. Et merci aussi à notre réalisateur Gérard Kanabassa, grâce à qui ces images vous parviennent. Et avant de nous séparer, vous avez un dernier mot pour notre pays cette année? Je souhaite simplement que les élections se tiennent effectivement comme c'est prévu. En ce qui me concerne, j'ai fait le choix à la demande de plusieurs Congolais de me présenter aussi aux élections dans le cadre de la députation provinciale dans ma province d'origine, le Haut-Lomami, c'est-à-dire dans la circonscription de Malemba-Nkulu. J'invite toute la jeunesse congolaise de se mobiliser pour choisir cette fois-ci des candidats, non pas parce qu'ils vous donnent de l'argent, non pas parce qu'ils ont une certaine popularité dans des chansons musicales que l'on déploie par-ci par-là, mais choisir des gens qui présentent certaines garanties de crédibilité qui pourraient soutenir de projets viables pour l'intérêt du peuple congolais. Merci bien, maître Aimé Kilolo. Merci encore une fois, chers lecteurs, chers téléspectateurs. C'était l'entretien avec maître Aimé Kilolo, réalisé par Gérard Kanabassao pour l'info en ligne des Congolais de Belgique. À la prochaine émission.